Bonjour, huitième cours de culture scientifique, première partie, une histoire de la lumière. Les premières hypothèses sur la nature de la lumière. Au début, un petit film qui vous montre l'aube, ce soleil que l'on voit apparaître derrière la colline, c'est magnifique. Si on pose la question, l'univers c'est quoi? On constate que la lumière, elle est au cœur de la réponse. L'étude de l'univers, eh bien la lumière a joué un grand rôle dans cette étude. Une image de l'univers lointain prise par le télescope spatial Hubble, lancé en 1990. Qu'est-ce que c'est que cet univers que l'on voit dans nos télescopes? C'est une mer, comme le ciel, parsemée de milliards de galaxies qui sont composées de milliards d'étoiles. Milliards d'étoiles. Les galaxies visibles les plus lointaines ont émis leur lumière qui nous arrive aujourd'hui. Et oui, elle a voyagé cette lumière. On sait aujourd'hui, elle a une vitesse finie, très grande, 300 000 km par seconde, 1000 milliards de kilomètres, 1000 millions de kilomètres heure. Il y a de cela une durée presque égale à celle de l'univers, soit 13,7 milliards d'années, l'âge aujourd'hui admis de l'univers. Donc elles se situaient, lorsqu'elles ont émis leur lumière, à au moins 13,7 milliards d'années-lumière de nous, notion d'horizon cosmologique. Mais qu'est-ce que ça veut dire milliards d'années-lumière? Une année-lumière, c'est 10 000 milliards, ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois, 10 000 milliards de kilomètres. Trajet parcouru par la lumière en une année à la vitesse de 300 000 km par seconde ou 1000 millions de km/h. Donc, une année-lumière, c'est une distance. Ça veut dire que la lumière, eh bien, elle met un certain temps pour passer d'un point à un autre. Et si elle nous arrive aujourd'hui et qu'elle provient du début de l'univers, l'origine, il ne faut pas dire la naissance, on nous a déconseillé de dire ça, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé à ce début, et surtout on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Donc on parle d'origine, le début, et donc si on remonte à ce début, eh bien la lumière qui frappe notre œil aujourd'hui provient du début de l'univers. On le reverra tout à l'heure. Voilà une image de la vitesse de la lumière, 1000 millions de kilomètres heure. Donc ça va très très vite. 300 000 km par seconde, elle met 1 seconde 3 pour aller sur la Lune en provenance de la Terre. Alors maintenant, remarque, oui mais alors, pourquoi la nuit est-elle noire? Oui, s'il y a des milliards d'étoiles dans le ciel devrait être lumineux. C'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Olbers. Au 19e, pourquoi a été émis par Olbers? Pourquoi la nuit est-elle noire? L'univers aussi alors. Donc Olbers nous dit s'il y a réellement des soleils dans tout l'espace infini, qu'ils soient séparés par des distances à peu près égales, ou répartis dans des systèmes de voies lactées comme la nôtre, leur ensemble est infini, et alors le ciel tout entier devrait être aussi brillant que le soleil, car toute ligne que j'imagine tirée à partir de nos yeux rencontrera nécessairement une étoile fixe quelconque, et par conséquent tout point du ciel devrait nous envoyer de la lumière stellaire, donc de la lumière solaire. Eh bien la réponse est un poète, écrivain, qui l'a trouvé, c'est Edgar Allan Poe, qui nous l'a proposé en 1847. Il dit « Si la succession des étoiles était illimitée, l'arrière-plan du ciel offrirait une luminosité uniforme, comme celle déployée par la galaxie, puisqu'il n'y aurait absolument aucun point dans tout cet arrière-plan où n'existait une étoile. Donc dans de telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes, le noir, donc dans d'innombrables directions, et de supposer cet arrière-plan invisible place une distance si prodigieuse qu'aucun rayon n'est jamais parvenu. Elle voyage. Là, on voit du noir, c'est qu'elle est en train de voyager, cette lumière. Qu'il en puisse être ainsi, qui oserait s'aviser de le nier? Oui, aujourd'hui, ça a été confirmé. Alors, pourquoi la nuit est-elle noire? Mais la nuit est noire parce qu'il n'y a pas assez de lumière d'étoiles et de galaxies pour l'éclairer. Elle est en train de voyager dans certains points. Donc là, il y a un très très beau film sur le télescope spatial Planck qui nous explique qu'on pourrait comme ça voir l'époque des dinosaures si on était sur une galaxie lointaine de la nôtre et qu'on regardait notre étoile, notre soleil, notre Terre, eh bien on pourrait voir une lumière nous provenir d'une époque lointaine. C'est incroyable. Une question, qu'est-ce que la lumière? À cette question, chacun peut apporter une réponse. C'est une onde. Elle se propage selon des rayons lumineux, c'est-à-dire c'est un corpuscule. Donc c'est très étrange, ces deux idées, mais qui nous proviennent des Grecs. Mais en fait, c'est quoi la lumière? Eh bien, un petit résumé d'une histoire de la lumière. Au départ, on parle de la lumière comme conséquence du fait que l'homme voit. Ainsi se sont formées par opposition les notions d'obscurité et de lumière. Pendant longtemps, on a cherché à savoir comment il se fait que l'homme voit. C'était l'âme, l'esprit, la psyché de l'individu. Mais on ne parlait pas de la lumière comme d'une entité qui existerait en elle-même. Le problème de savoir ce qu'était la lumière n'existait pas. Puis il y a eu les Grecs. Donc là, c'est un petit résumé qui part du début des Grecs jusqu'à la physique quantique, onde et corpuscule. L'étude de la vision, mais pas de la lumière, dans le monde gréco-romain. Les Grecs réfléchissent sérieusement sur la vision, les couleurs, mais la lumière.
Soit l'œil est un organe passif qui enregistre les couleurs et les formes que lui envoient les objets qui nous entourent, la lumière voyagerait de l'objet à l'œil, c'est notre point de vue actuel. Soit l'œil est actif et scrute le monde extérieur en projetant sur lui des rayons lumineux, la lumière sort des yeux, le dit entrer. C'est un point de vue étrange pour nous aujourd'hui. Nous avons admis que la lumière nous frappe notre œil. Donc le rôle actif et passif de l'œil dans la théorie de la vision d'Empédocle, donc philosophe grec, 400 ans avant Jésus-Christ. Donc on voit c'est la Sicile actuelle, où il a vécu. La lumière ne voyage pas à sens unique des yeux à l'objet. Elle accomplit aussi le trajet inverse de l'objet aux yeux. Les yeux émettent, rôle actif de l'œil, du feu comme une lanterne. Les objets émettent, rôle passif de l'œil, des émanations contenant des informations relatives à leur aspect, couleur, forme. Comme il existe 4 éléments terre, eau, air, feu, il y a 4 couleurs, blanc, noir, rouge et vert, jaune. Les Grecs avaient-ils un problème de vision des couleurs? Il semblerait que peut-être c'est étrange, puisqu'ils ne voyaient que 4 couleurs. Problème avec cette idée d'œil émetteur de lumière, pourquoi la différence des chats ne pouvons-nous pas voir dans l'obscurité? Parlons-en des chats. Pénombre et nuit, regardez lumière forte, regardez la pupille, l'iris, la paupière de l'œil. La pupille du chat s'adapte automatiquement à l'intensité de la lumière disponible et il possède une membrane réflectrice derrière la rétine. Leurs yeux captent la moindre parcelle de lumière, ce qui leur donne une excellente vision nocturne. Et ce qui donne l'impression que les yeux d'un chat brillent dans le noir. Le champ de vision en plus du chat est total du chat couvre 287 degrés, plus que 180, ce que permet l'œil de l'homme. Les atomes et les simulacres de Leucippe, une vision matérialiste avec Démocrite, son élève, on est donc Milet, on voit, puis Abdère, où est-ce que c'est, au large de la Grèce. Milet, c'est plutôt au bord de une île au large de la Turquie, je crois. Il y a le célèbre Thalès de Milet. La matière est constituée à la fois d'atomes en perpétuel mouvement et de vide. Ils sont considérés comme les premiers à énoncer cette idée d'atome. Leucippe, Démocrite, voilà ce que l'on cite, comme les premiers ayant eu cette idée d'atome. Confirmée au début du XXe par les expériences du français Perrin, 1910. La lumière voyage de l'objet aux yeux, rôle passif. Les objets émettent, rôle passif de l'œil, des images, simulacres, qui se détachent de leur surface et pénètrent dans l'œil. Très étrange cette idée pour nous. Problème avec cette idée de simulacre, puisqu'un simulacre conserve la taille initiale de l'objet, comment l'image de quelque chose d'aussi énorme qu'une montagne peut-elle pénétrer dans une ouverture aussi petite que celle de l'œil? Ou pourquoi un objet éloigné paraît-il petit? Une de tes premières lois de l'optique, l'égalité des angles d'incidence et de réflexion. Donc là, on vient venir vers les lois de l'optique. Lucrèce, donc là on est juste avant l'an 0, poète latin, donc qui a écrit La nature des choses de Rerum Natura. Donc l'image reflétée dans un miroir nous paraît plus reculée que le miroir parce qu'elle déplace une double colonne d'air aller-retour. L'image est renversée parce qu'en rebondissant, elle se retourne. La nature ayant voulu que l'angle de réflexion fût toujours égal à l'angle de science, ce qui est vrai. Euclide et la géométrie de la vision. Donc Euclide fut l'un des premiers scientifiques à travailler au musée d'Alexandrie en Égypte. Donc on est de l'autre côté de la Méditerranée et de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie et son musée qui fut détruit en l'an 389. Je crois qu'il était directeur de la bibliothèque. Euclide, donc dans ses éléments de la géométrie, Euclide adopta naturellement l'idée des rayons visuels d'Empédocle, rôle actif de l'œil. Euclide postule que la vision provient d'un ensemble de rayons visuels contenus dans un cône dont le sommet serait le centre de l'œil et la base le champ visible. Donc l'optique d'Euclide a une grande importance historique, c'est probablement la première fois que les mathématiques, la géométrie, sont appliquées à un phénomène naturel. Les entités abstraites que sont la droite, le triangle et le cercle sont utilisées pour élucider une situation réelle, l'œil, la lumière et la vision. Maintenant Galien, donc on est après zéro, c'est un médecin grec, donc Pergame. Galien, le siège de la vision est la lentille ou cristallin. Mais la lumière, toujours pas de réponse. Galien décrit la structure de l'œil et fait entrer l'œil dans l'ensemble des organes sensoriels, les sens, de l'organisme, en même temps qu'il met en évidence le rôle que joue le nerf optique dans la vision. Ici. Donc, le nerf optique joue le rôle d'un canal au travers duquel passe un fluide visuel provenant du cerveau à travers la rétine qui constitue le fond de l'œil. Ce fluide devait se répandre dans l'humeur vitrée, donc on a inversé. Atteindre le cristallin et rendre apte à être impressionné par la lumière. Il y a un fluide à l'intérieur de l'œil. Pour Galien, le siège de la vision est la lentille du cristallin. L'image d'un objet est enregistrée sur la lentille, le cristallin est communiqué au cerveau. Cette idée, fausse, a freiné le développement d'une théorie correcte jusqu'à Kepler au XVIIe. Donc, toujours pas de la lumière, en fait, l'étude de la vision dans le monde arabo-musulman. Donc on a Ibn el-Haytham ou Al-Hazen, l'œil récepteur d'images, formidable. Donc ce mathématicien arabe, dans son traité d'optique, écrit vers l'an 1000, Al-Hazen postule que la vision provient d'un ensemble de rayons de lumière se propageant en ligne droite des objets aux yeux. Rôle passif de l'œil, c'est un récepteur. La lumière vient frapper un objet
et réémises par l'objet, la réflexion. De chaque point de la surface d'un objet coloré, des rayons de lumière divergent dans toutes les directions et seule une faible proportion d'entre eux pénètre dans nos yeux. Idée de diffusion de la lumière. Le comportement des rayons lumineux peut être décrit de manière précise en utilisant le langage mathématique et géométrique d'Euclide. Donc le programme qui va arriver au XVIIe, XVIe, XVIIe, la révolution scientifique, Galilée, etc., Newton, il est là, chez les Arabes. Alazen utilise une chambre noire pour faire de multiples expériences. Il confirme ainsi que seuls des rayons lumineux passant simultanément par le petit trou peuvent expliquer ce qu'on observe, une image inversée. Voilà, on voit une des plus vieilles représentations de la chambre noire, une éclipse de soleil par la lune. Voilà, l'image inversée. Alazen fut probablement le premier à décrire le phénomène de la réfraction, c'est-à-dire le comportement de la lumière quand elle passe d'un milieu à un autre, par exemple de l'air dans le verre ou de l'air dans l'eau. Il comprit que la lumière, en changeant de milieu, change à la fois de direction et de vitesse de propagation. L'observation est commune, une cuillère plongée dans l'eau apparaît cassée par la surface de séparation entre les deux milieux, air et eau. Bravo Alazen. L'étude de la vision, mais pas de la lumière, à la Renaissance, maintenant, Léonard de Vinci et la chambre noire de l'œil. Lorsqu'il s'attaque au problème de la vision, Léonard connaît l'invention des lunettes et l'expérience de la chambre noire. Léonard de Vinci fait la synthèse de ces deux faits, il identifie l'œil à une chambre noire, où les images du monde sont projetées, les rayons lumineux pénétrant de l'extérieur par le trou de la pupille. Ces rayons lumineux sont ensuite déviés et focalisés par le cristallin sur le nerf optique. Mais il ne réussit pas à expliquer pourquoi les images ne sont pas inversées dans le cerveau. Il faudra attendre le XVIIe siècle. La révolution scientifique du XVIIe siècle, donc bien sûr tous les grands sont là, ça commence par Copernic, etc., Brahe, Kepler, donc on a Descartes, Huygens, Newton, et la compréhension du fonctionnement de l'œil, de la lumière, mais toujours pas de la nature de la lumière. Donc Johannes Kepler, mathématicien allemand, la définition du rayon lumineux. Kepler énonce 34 propositions consacrées aux propriétés physiques de la lumière. Première proposition, à la lumière appartient la propriété d'émaner ou d'être projetée de sa source vers un lieu lointain. Deuxième proposition, d'un point quelconque, le flux de la lumière arrive suivant un nombre infini de droites. Proposition 3, la lumière en elle-même est apte à avancer jusqu'à l'infini. Proposition 4, les lignes de cette émission sont droites et s'appellent rayons. La lumière de Kepler a une vitesse infinie toujours. Il faudra attendre Galilée pour douter de cette idée. Kepler se rend compte que le mécanisme qui permet d'avoir des images nettes est la réfraction des rayons lumineux en traversant le cristallin. Les rayons sont tous déviés et focalisés en un seul point quand ils pénètrent dans l'œil. La vision se fait par une image de l'objet visible sur la paroi blanche et concave de la rétine. Et les objets qui, à l'extérieur, se trouvent à droite apparaissent sur le côté gauche de la paroi, ceux qui se trouvent à gauche sur le côté droit, ceux qui sont en haut en bas et ceux qui sont en bas en haut. Kepler pense que l'image inversée est transmise par le nerf optique de l'œil au cerveau. Le cerveau rétablit la vraie orientation des choses. Kepler ignore comment, mais il est le premier à suggérer que le cerveau peut jouer un rôle actif dans la vision. Bravo Kepler. Donc, tentative de mesurer la vitesse de la lumière par Galilée. Lui, Galilée, nous laissera l'idée que la lumière a une vitesse finie. Donc on voit l'expérience qu'il a proposée dans ses dialogues. Vous prenez deux personnages, ils ont une petite lanterne avec un obturateur. Donc celui de gauche, lorsqu'ils sont à 1,5 km de distance, parce que 2 fois 1,5 ça fait 3 km par rapport à 300 000 km par seconde, 1000 millions de km/h, la vitesse de la lumière. Donc le premier observateur de gauche ouvre sa lanterne, celui de droite voit arriver la lumière, ouvre la sienne, et celui de gauche arrête le chronomètre, probablement son pouls, mais c'est extrêmement compliqué puisque la lumière, à 300 000 km par seconde, elle ne franchit que 3 km, ce qui donne comme durée 0,01 milliseconde, impossible à vérifier. Mais Galilée a l'intuition que la vitesse de la lumière est finie. Chamy, petit film sur cette idée. René Descartes, l'étude analytique de la lumière, les lois de la réflexion et de la réflexion, dans son discours de la méthode, il y a une partie, effectivement, optique. Et René, au XVIIe, nous laisse les lois de la réflexion et de la réflexion en même temps que Snell, qui est néerlandais. Voilà, les deux angles sont inverses, enfin il y a un signe de moins, mais en valeur absolue sont égaux. Maintenant, la réfraction, donc c'est lié à l'indice du milieu, donc N1 sinus θ1 égale N2 sinus θ2. Pourquoi on voit le bâton cassé entre l'air et l'eau? Grimaldi, donc physicien astronome italien, il a découvert du phénomène de diffraction, donc la lumière ne se propage pas nécessairement en ligne droite, donc quelque chose qui sera repris au XIXe siècle, très important. Donc on voit pour la première fois une description de la diffraction par cet Italien. L'interprétation moderne du phénomène de la diffraction, c'est quoi une onde? Donc on fait tomber un caillou dans l'eau, les vagues se propagent autour, propagation sphérique de la lumière, mais bien sûr là à la surface de l'eau, un milieu qui supporte cette onde. Périodicité spatiale, donc entre deux crêtes de vagues, on voit cette longueur d'onde en mètres, la direction de propagation,
Et la périodicité temporelle, hein, c'est si vous regardez l'onde qui passe à un point de l'eau, eh bien, vous avez un phénomène ondulatoire de haut en bas. Et la période de ce phénomène est liée à la longueur d'onde par la vitesse, lambda égale ct, c'est la vitesse de propagation de l'onde. Donc l'expérience de diffraction aujourd'hui, bien sûr, on prend un laser qui émet une lumière, il y a un trou, et on voit sur l'écran des anneaux de diffraction. Alors si c'est une fente, hein, on voit donc ces points lumineux. La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle ou une ouverture. Le phénomène peut être interprété par la diffusion d'une onde par les points d'un objet. Petit film pour illustrer. Donc revenons à la vitesse de la lumière. Ole Rømer, par une très belle observation, un des satellites de Jupiter, va nous permettre d'évaluer la vitesse de la lumière. On ne pense pas qu'il a donné le résultat, mais il était sûrement dans l'ordre de grandeur de 300 000 km par seconde. Le petit film de Jamy est très bien fait pour le comprendre, pour comprendre cette mesure. Je vous remercie. Au revoir.